Imaginez une seconde. Imaginez que tout ce qu'on vous a appris sur l'évolution, sur le progrès, sur la dynamique de nos sociétés, soit basé sur une mauvaise métaphore. C'est une idée un peu vertigineuse. Oui, et c'est le pari fou d'un penseur, Graham D. Snooks, qui nous dit en substance, vous regardez dans la mauvaise direction depuis des décennies. Aujourd'hui, on va jouer un peu les détectives. On plonge dans son article, construire une théorie générale de la vie pour voir si son dossier tient la route. Parce que sa promesse, elle est immense. Une théorie unique qui expliquerait la dynamique de toute forme de vie, d'une bactérie à une civilisation. Et pour bien commencer, il faut qu'on soit clair sur l'enjeu, non? Absolument. La plupart des scientifiques aujourd'hui, ils diraient qu'une telle théorie unifiée est une chimère, une quête, impossible. La complexité du vivant semble juste trop écrasante. C'est un mur. C'est un mur. Mais ce qui est fascinant avec Snooks, c'est qu'il ne blâme pas la complexité de la vie. Il blâme nos outils. Il soutient que les sciences de la vie, les sciences sociales, ont fait une erreur fondamentale. Laquelle? Elles ont emprunté leur modèle à la physique. Et selon lui, c'est comme essayer de visser avec un marteau. Ça ne peut pas marcher. D'accord, alors explorons ça. Pourquoi est-ce que les modèles inspirés de la physique seraient un marteau pour visser? L'article prend un exemple très célèbre pour illustrer ça. Le modèle du tas de sable. Oui, le tas de sable de Perbach. C'est un grand classique de la théorie de la complexité. L'idée est simple. On fait tomber des grains de sable un par un, le tas s'accumule, un grain de plus peut ne rien faire, ou déclencher une avalanche, petite ou grande. C'est l'illustration parfaite de l'idée que des interactions locales très simples, tout seul. C'est ça. Sauf que Snooks arrive et dit « Attendez une seconde ». Le mot « auto-organisation », pour lui, c'est une imposture intellectuelle. Exactement. Il trouve le terme trompeur. Un grain de sable, il n'a aucune intention, aucun choix. Il est passif. Il subit. Il ne fait que réagir à une force extérieure, la gravité. Snooks utilise une expression beaucoup plus directe et un peu provocatrice. Il ne s'agit pas d'auto-organisation, mais d'organisation forcée. Ah oui, la nuance est de taille. Les particules subissent, elles ne s'organisent pas. Et cette nuance, elle change tout. Ça change tout parce que ce modèle a été appliqué partout. Des colonies de fourmis au marché financier, avec ce qu'on appelle les modèles basés sur les agents. En gros, on remplace les grains de sable par des agents. Des traders, des consommateurs, des entreprises. On leur donne quelques règles simples et on regarde la société émerger sur un écran d'ordinateur. Et c'est là que le diagnostic de Snooks devient sévère. Il ne dit pas juste que c'est une simplification. Il va plus loin. Beaucoup plus loin. Il dit que c'est une fausse analogie, que ces simulations ne décrivent pas notre monde, mais créent des sociétés artificielles, des univers parallèles et étrangers. Et ça, c'est un point crucial. Parce que si nos modèles économiques ou sociaux sont basés sur ces sociétés artificielles, alors les politiques qu'on en déduit risquent de n'avoir aucun sens dans le monde réel. C'est potentiellement dangereux. C'est exactement son argument. Il dit qu'on risque de passer notre temps à étudier des mondes qui n'existent pas, en croyant comprendre le nôtre. Pour lui, le point de départ, l'idée que le complexe émerge d'interactions locales passives, est fondamentalement erronée quand on parle du vivant. D'accord, donc il démolit l'édifice existant. Ça, c'est la partie facile, si j'ose dire. Mais qu'est-ce qu'il propose de construire à la place? S'il a une meilleure idée, j'ai hâte de l'entendre. Sa proposition, c'est un renversement complet de perspective. Il dit « Arrêtons avec la déduction à partir de règles imaginées et revenons à l'induction ». C'est-à-dire? Autrement dit, arrêtons de simuler et commençons par observer. Regardons comment les systèmes vivants, des premières cellules aux empires, ont réellement fonctionné sur des milliards d'années. Et c'est en partant de ces données historiques massives qu'il construit sa théorie de la stratégie dynamique. Ok. L'idée centrale, c'est que la vie n'est pas poussée de l'extérieur par des forces physiques. Elle est tirée de l'intérieur par un moteur. Un moteur, j'aime bien cette image. Alors, quel est ce moteur, Snooks? Il l'appelle l'organisme matérialiste. C'est un concept qui peut paraître un peu abstrait au début, mais l'idée est puissante. Tout organisme, que ce soit une amibe, un être humain ou même une organisation comme une entreprise, est mu par un besoin fondamental. Lequel? Survivre et prospérer. Très concrètement, ça veut dire trouver l'énergie pour alimenter son métabolisme. Ce besoin n'est pas passif, c'est une quête active qui crée ce qu'il nomme une demande stratégique. D'accord, si je résume pour être sûr de bien suivre. Pour Snooks, une société ou un écosystème, c'est pas un tas de sable. Non. C'est plutôt un chantier en construction, un chantier où il y a un besoin constant de nouveaux outils, de nouveaux matériaux, pour continuer à bâtir.
C'est ça, la demande stratégique. C'est une excellente analogie. Et cette demande constante est le véritable moteur du changement. D'ailleurs, Smooks propose une architecture en 3 parties pour sa théorie. Si la demande stratégique est le moteur, Il y a un mécanisme pour y répondre et un filtre pour sélectionner les meilleures réponses. c'est exactement ça. Ok, un moteur, un mécanisme, un filtre. C'est clair. Commençons par le mécanisme. Si ce ne sont plus les interactions locales, qu'est-ce que c'est? Le mécanisme, il l'appelle l'échange stratégique. Le cœur du système n'est plus la compétition aveugle entre des agents voisins. Non, c'est l'échange créatif entre la demande de la société, dans son ensemble, le besoin de nouveaux outils sur le chantier, et la réponse innovante proposée par des individus pionniers. C'est cet échange qui génère tout donc. Tout. Les nouvelles technologies, les institutions et même les mutations génétiques qui réussissent. Dans ce modèle, la coopération pour atteindre l'objectif commun devient le jeu principal. La compétition, elle, devient secondaire. Ah, ça c'est intéressant. Oui, la compétition, c'est juste la manière dont les individus essayent d'améliorer leur position au sein de cette grande quête collective. Ça place la coopération au centre et la compétition à la marge. C'est un peu à contre-courant de l'idée habituelle de la lutte pour la survie. Donc, les organismes ont des outils pour répondre à cette demande. L'article en identifie 4, c'est ça? Oui, il identifie 4 grandes stratégies dynamiques que la vie a utilisées à travers l'histoire. La première, c'est le changement interne, changement génétique pour les organismes ou technologique pour les humains. D'accord. La deuxième, la multiplication familiale, faire plus de descendants et migrer. La troisième, le commerce ou la symbiose dans le non-biologique. Et la quatrième, la plus brutale, La conquête? la conquête. À différentes époques, l'une de ces stratégies devient dominante et façonne toute une ère. Et on arrive au troisième pilier, le filtre. Et là, il s'attaque à un monument d'Andier, la sélection naturelle de Darwin. Il propose de la remplacer par ce qu'il appelle la sélection stratégique. C'est son idée la plus radicale. Et c'est là que le changement de paradigme est total. Pour simplifier, la sélection naturelle, c'est comme une tempête qui ne laisse debout que les arbres les plus solides. C'est un processus passif, externe, aveugle. L'environnement trie. Voilà, l'environnement trie. Attends une minute. Cette idée de sélection stratégique, ça semble presque dire que les organismes savent ce dont ils ont besoin, qu'ils choisissent leur évolution. Ça ne contredit pas tout ce qu'on sait sur le caractère aléatoire des mutations génétiques? C'est une excellente question et c'est le point le plus délicat. Snooks ne nie pas que les mutations apparaissent au hasard. Ah, d'accord. Mais il dit que leur sélection et leur diffusion ne sont pas aléatoires. Pour reprendre l'analogie, la sélection stratégique, ce n'est plus la tempête. C'est une entreprise qui choisit activement d'embaucher des ingénieurs plutôt que des poètes parce que sa stratégie, c'est de construire un pont. Je vois. L'organisme ou le groupe devient l'acteur principal. Il choisit délibérément de coopérer, de se reproduire avec les individus qui possèdent les caractéristiques les plus utiles pour la stratégie du moment. Une mutation peut apparaître, mais si elle ne sert à rien pour le projet en cours, elle ne sera pas activement sélectionnée et ne se répandra pas. Donc, si je comprends bien, l'organisme n'est plus une marionnette de ses gènes, ballottée par le hasard. Non, Il est le metteur en scène de sa propre pièce. C'est lui qui donne du sens aux mutations en les intégrant ou non dans sa stratégie. c'est exactement ça. Et la diffusion des innovations se fait ensuite par un mécanisme très simple et efficace, l'imitation stratégique. L'imitation. Oui, la masse des suiveurs ne fait pas de calcul complexe. Ils regardent des pionniers qui réussissent de manière visible et ils les copient. C'est un processus beaucoup plus rapide que le tri lent de la sélection naturelle. Ça me fait penser à la manière dont les startups de la Silicon Valley imitent toute la stratégie de celle qui vient de réussir une entrée en bourse spectaculaire. C'est ça. On ne réinvente pas la roue, on copie le modèle qui gagne. C'est une parfaite illustration contemporaine de l'imitation stratégique. D'accord, maintenant dézoomons. Si on applique cette théorie à l'histoire de la vie sur des millions d'années, qu'est-ce que ça donne? À quoi ressemble la grande fresque? Des vagues. Oui, chaque vague correspond à l'exploitation à fond d'une des 4 stratégies jusqu'à ce qu'elle atteigne ses limites. À ce moment-là, une crise survient, une période de chaos, jusqu'à ce qu'une nouvelle stratégie émerge et lance la vague suivante de croissance. Et dans son analyse de ces vagues, Snooks sort un chiffre. Une sorte de constante qui semble presque magique. L'algorithme de Snooks-Panoff. Honnêtement, cette idée d'un coefficient d'accélération de 3.0 qui régirait toute l'histoire de la vie,
Ça me paraît un peu trop beau pour être vrai. Est-ce que c'est une observation acceptée ou c'est une de ces affirmations les plus controversées? C'est certainement l'une des plus audacieuses. Il a calculé, en se basant sur les grandes dates de l'évolution biologique et technologique, que chaque transformation majeure, Oui. de l'apparition de la vie à la révolution industrielle, a pris environ un tiers du temps de la précédente. Le coefficient d'accélération serait une constante proche de 3. C'est fou. C'est controversé, bien sûr. Beaucoup de scientifiques sont sceptiques. Mais que le chiffre soit exactement 3.0 ou pas, l'idée principale reste. L'histoire de la vie est une histoire d'accélération systématique, pas une marche aléatoire. Et cette accélération, selon lui, n'est pas le fruit du hasard comme la taille des avalanches sur le tas de sable. Non, c'est le résultat de ce qu'il appelle des lois stratégiques. L'ascension et la chute des espèces ou des civilisations ne sont pas des accidents. Ce sont des processus logiques, systématiques, liés à la poursuite et à l'épuisement de grandes stratégies. Ça rend l'histoire beaucoup plus intelligible. Ce qui nous amène au dernier point, la compétition. Si ce n'est plus le moteur principal, quel rôle est-ce qu'elle joue? Elle n'est pas éliminée, mais elle est redéfinie. Ce n'est plus une simple interaction locale pour une ressource. Ça devient une lutte stratégique. Une lutte pour quoi? Pour le contrôle de la stratégie dominante de toute la société. Dans cette lutte, il identifie deux camps. D'un côté, les insiders, ceux qui sont au pouvoir. Eux utilisent des tactiques d'ordre, ils renforcent les lois, la tradition, pour maintenir le statu quo. Et de l'autre? Les outsiders, ceux qui veulent renverser la table. Eux utilisent des tactiques de chaos, ils sapent l'autorité, créent de l'instabilité pour imposer leur nouvelle stratégie. Et les exemples historiques qu'il donne sont éclairants. La lutte entre César, qui portait une nouvelle stratégie impériale, et les sénateurs comme Brutus. Qui défendait l'ancien ordre républicain. Exactement. Ou plus près de nous, la lutte en Grande-Bretagne au XIXe siècle entre les nouveaux industriels et la vieille aristocratie terrienne. Ce ne sont pas juste des querelles de personnes. Non, ce sont des batailles pour l'âme et la direction de toute une civilisation. Ces conflits deviennent le symptôme d'un changement de grande vague stratégique. C'est le bruit et la fureur qui accompagnent la transition. Donc, si on fait le bilan, l'analyse de Snooks nous invite à un véritable basculement. Passer d'un monde vu comme un système de particules passives qui réagissent à des forces locales, le modèle de la physique, À un univers propulsé de l'intérieur par des organismes actifs, créatifs, qui poursuivent des objectifs. on passe d'un modèle de l'offre à un modèle de la demande. C'est la synthèse parfaite. On quitte un univers régi par la nécessité physique pour entrer dans un univers guidé par la poursuite stratégique. Et toi, qu'est-ce que ça t'évoque cette idée que la compétition serait finalement secondaire à la coopération dans la grande histoire de la vie? C'est une idée qui change beaucoup de choses. Ça suggère que le succès à long terme ne vient pas de l'écrasement des autres, mais de la capacité à mieux contribuer à un projet commun. Et ça mène à la question finale de cette analyse. Si les systèmes vivants, y compris nos sociétés, ne sont pas le résultat d'interactions locales, mais sont guidés par ces grandes stratégies, comment est-ce que ça change notre façon de voir l'économie, la politique, ou même nos propres vies? Sommes-nous, sans forcément en avoir conscience, les participants d'une poursuite stratégique qui nous dépasse?